Chapitre 29. À 500 ou 600 pas de la ferme de Nou, au milieu de ces plaines semées de genévriers nains, où les roches percent de tous côtés la terre comme les os percent la peau d'un phthisique, s'ouvre tout à coup une excavation pareille à celle qu'on rencontre à chaque pas dans la campagne de Rome. Cette excavation semble quelque antre de Cume, quelque soupirail de l'Averne. Quand on se baisse vers son orifice, on entend, en grand, en effroyable, en gigantesque, ce bruissement qui étonne quand on approche un coquillage de son oreille. Puis, si l'œil s'exerce un instant à percer les ténèbres qui vont s'épaississant à mesure qu'il plonge dans les profondeurs, on aperçoit à pic, à 25 ou 30 pieds en dessous de soi, une espèce de roc qui, par une pente rapide, s'enfonce dans les entrailles de la terre. C'est l'entrée de la carrière. De quelle carrière? De la carrière par excellence sans doute, puisqu'on se contentait de l'appeler la carrière, comme on appelait Rome la ville, Urps. Quand à l'aide d'une échelle on avait descendu ces 25 ou 30 pieds, quand du terre-plein on s'était laissé glisser par cette pente rapide pendant 5 ou 6 pas, on se trouvait à l'entrée d'un immense labyrinthe, près duquel celui du crétois Dédale n'était qu'un jardin d'enfants à enfermer dans une boîte. Qui avait creusé ces immenses catacombes? Quelle ville était sortie de ces profondeurs inconnues? La chose eût été bien difficile à dire. Sans doute par des voies souterraines, elle communiquait avec quelque ouverture plus grande indiquant l'exploitation. Quant à l'ouverture par laquelle on pénétrait alors, c'était, comme nous l'avons dit, une simple crevasse, trop étroite pour avoir dégorgé jamais la quantité de pierres qui manquait au flanc vide de la montagne. C'était dans cette carrière que, pressée par la terreur, s'était réfugiée la moitié de Villers-Cotterêts. Là, au milieu d'un carrefour de granit, sous une voûte de granit, soutenue par des piliers de granit, à un quart de lieue à peu près de l'ouverture, à une profondeur de 100 ou 150 pieds, s'était établi un grand campement, une espèce de village habité par 500 ou 600 personnes. Une des premières, ma mère avait été y choisir sa place, l'avait marquée, l'avait retenue. On y avait porté des matelas, des couvertures, une table et des livres. Nous n'avions donc plus, à la première alerte, qu'à quitter Villers-Cotterêts et à nous réfugier dans la carrière. Avant d'arriver à cette extrémité, ma mère voulait épuiser tous les moyens de conciliation. Et l'un de ces moyens de conciliation, celui qu'elle regardait comme le plus efficace, était son haricot de mouton et son vin du Soissonnais. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Après 3 jours d'attente sur le feu, après 3 jours d'attente dans la cave, le haricot de mouton fut mangé et le vin fut bu par des Français. C'était le corps du maréchal Mortier, chargé de défendre, avec ce qui restait de la jeune garde et une douzaine de pièces de canon, le passage de la forêt. Notre joie fut grande. Il était beau de voir, à la place des hideux cosaques que nous attendions, ces beaux jeunes gens pleins d'espoir et de courage. La jeunesse se touche encore à Dieu, c'est ce qui fait qu'elle ne désespère jamais. Il n'en était pas ainsi des vieux généraux, et surtout du duc de Trévise. Dans tous ces hommes dont la fortune avait suivi celle de l'empereur, il y avait une lassitude étrange. C'est que leur position matérielle était faite. C'est que, devenus maréchaux, ils étaient arrivés à l'apogée de leur fortune. Tandis qu'il restait toujours quelque chose à désirer à Napoléon, ce désireux de l'impossible. Ainsi, ceux qui ne se couchaient pas morts et sanglants sur les champs de bataille s'arrêtaient-ils sur la route de sa retraite, secouant la tête à sa course éternelle et fiévreuse et disant « Ah, c'est bon pour cet homme de fer, mais pour nous, il est impossible d'aller plus loin ». Villers-Cotterêts fut une de ces haltes où le duc de Trévise s'engourdit de fatigue. Dans la matinée, nous le vîmes passer à cheval, guidé par monsieur de Violaine, l'inspecteur, pour aller faire une reconnaissance dans la forêt. Ma mère détacha la vieille cocarde tricolore qui était restée au chapeau de mon père depuis la campagne d'Égypte et la porta à monsieur de Violaine avec une espingole.
Monsieur de Violaine mit la cocarde à son chapeau et l'espingole à l'arçon de sa selle. Je vois encore le maréchal, ce vétéran de nos premières batailles, qui échappa pendant toutes nos guerres à la mitraille de la Prusse, de l'Angleterre, de la Russie et de l'Autriche, pour venir tomber au boulevard du Temple sous la machine infernale de Fieschi. Il passait, le géant, tout courbé sur son cheval. On eût dit en ce moment qu'un enfant suffisait pour vaincre cet invincible. Tant que l'Hercule couronné portait le monde à lui tout seul, cela allait bien, mais quand il en laissait la moindre part sur les épaules de ses lieutenants, les épaules pliaient. Le soir vint. Il y eut un grand dîner chez monsieur de Violaine, on m'y fit venir. Le maréchal me prit entre ses jambes et me caressa. Il avait connu mon père. Je lui demandai des nouvelles de mon parrain Brune. Il était en disgrâce, ou à peu près. Le dîner fut triste, la soirée lugubre. Le maréchal se retira de bonne heure, se coucha et s'endormit. À minuit, nous fûmes réveillés par des coups de fusil. On se battait dans le parterre. Le maréchal s'était mal gardé et l'ennemi venait lui prendre son parc et lui-même, à moitié vêtu, s'était sauvé de chez monsieur de Violaine par une porte de derrière. Le matin, l'ennemi avait disparu, emmenant nos 12 pièces d'artillerie. Le même jour, le maréchal se retira sur Compiègne, je crois, et la ville resta abandonnée. Cette fois, l'ennemi ne devait point tarder à paraître. Ma mère se remit à un second haricot de mouton. Les journées se passaient en alarme continuelle. Pour 2 cavaliers qu'on apercevait sur la grande route, le cri « Les Cosaques, les Cosaques » retentissait. Une espèce de trombe de gens courants, d'enfants, criaient, passaient dans les rues. Volets et portes se fermaient sur son passage, et la ville prenait l'aspect funèbre d'une ville morte. Ma mère, malgré son haricot de mouton qui bouillait incessamment sur le fourneau et son vin du Soissonnais qui attendait le tire-bouchon, s'effrayait comme les autres, fermait sa porte, et alors, dans quelque coin retiré, me pressait sur sa poitrine, tout émue et toute tremblante. On comprend qu'au milieu de ces transes, il n'y avait plus de classe, il n'y avait plus de collège, il n'y avait plus d'abbé Grégoire. Je me trompe, l'abbé Grégoire, au contraire, était là plus que jamais. L'abbé Grégoire, c'était la sérénité et par conséquent la consolation. Il allait de maison en maison, rassurant tout le monde, expliquant que le mal vient du mal et que si l'on ne faisait pas de mal à ces Cosaques tant redoutés, de leur côté, ils n'en feraient pas. D'ailleurs, leur intérêt était de ne pas trop faire les méchants. Une fois à Villers-Cotterêts, il se trouvait au milieu d'une forêt immense, habitée par 30 ou 40 gardes forestiers qui en connaissaient les tours et les détours, mieux qu'Haussmann ne connaissait ceux du sérail, et qui, à 100 pas, étaient tous, un peu plus ou un peu moins, sûrs de mettre une balle dans un écu de 6 livres. C'étaient là des considérations fort appréciables, même pour des Cosaques. En attendant, le temps passait. On se battait à Mormant, à Montmirail, à Montereau. On assurait même qu'à cette dernière bataille, Bonaparte, comme il l'avait dit lui-même, en se refaisant artilleur, avait sauvé Napoléon. Soissons avait été repris par nous le 19 février. Il y avait 5 jours que le haricot de mouton était sur le feu. On n'attendait plus les Cosaques, de quelque temps du moins. Nous mangeâmes le haricot de mouton. On avait des nouvelles assez rassurantes, on parlait d'un armistice conclu avec l'empereur d'Autriche par l'intermédiaire du prince de Liechtenstein. Napoléon était rentré à Troyes le 24 et avait destitué le préfet, et des conférences enfin avaient lieu à Lusigny pour une suspension d'armes. Mais bientôt la flamme se rallume, à je ne sais quelle étincelle, et l'on apprend, coup sur coup, les combats de Bar-sur-Aube, de Meaux, et la reddition de l'affaire. L'ennemi se rapprochait de nous. Ma mère se mit à son 3e haricot de mouton. Tout à coup, au milieu d'une matinée brumeuse de février, le cri « Les Cosaques » retentit. On entend le galop de plusieurs chevaux et nous voyons déboucher par la rue de Soissons une quinzaine de cavaliers à longue barbe, à longue lance, et qui semblent bien plutôt des fuyards éperdus que des vainqueurs menaçants.
Devant eux, fenêtres et portes se ferment. Leurs chevaux, lancés au galop, parcourent la rue de Largny dans toute sa longueur. Puis ils reviennent sur leurs pas, toujours galopants, se rengouffrent dans la rue de Soissons d'où ils sont sortis et disparaissent comme une bruyante et hideuse vision. À peine ont-ils disparu qu'on entend un coup de feu. À ce bruit, ma mère tressaille, mais la poudre fait sur moi son effet ordinaire. Je glisse entre ses mains, je lui échappe, je cours, malgré ses cris, à l'entrée de la rue de Soissons. Sur le seuil d'une porte ouverte, une femme se tord les bras. C'est la femme d'un marchand bonnetier nommé Ducoudray. À ses cris, à ses gestes de désespoir, au fur et à mesure que les portes se rouvrent, les voisins accourent et s'amassent sur la porte. Je suis arrivé l'un des premiers et j'ai reconnu la cause de ces cris et de ce désespoir. À l'approche des Cosaques, le bonnetier a refermé par crainte sa porte qu'après leur premier passage il avait ouverte par curiosité. En passant, l'un des cavaliers a lâché, dans la porte fermée, comme il eût fait dans une cible, un coup de pistolet. La balle a traversé la porte et frappé M. Ducoudray à la gorge, lui brisant la colonne vertébrale. Il était couché à terre, la tête reposant sur les genoux de sa fille, perdant des flots de sang par sa blessure qui avait déchiré l'artère et il ne respirait déjà plus. La mort avait été instantanée. De là les cris, de là le désespoir de sa femme. Quant aux Cosaques, ils avaient disparu comme ils avaient apparu, et sans cette trace sanglante qu'ils avaient laissée sur leur passage, la ville aurait pu croire qu'elle venait de faire un mauvais rêve. Moitié par crainte, moitié pour me faire le porteur de cette importante nouvelle, je repris, tout courant, le chemin de la maison. Au coin de la rue, je rencontrai ma mère, elle connaissait déjà la catastrophe. Cette fois, ni le haricot de mouton, ni le vin de Soissonnais ne lui parurent un sûr bouclier contre le danger qui menaçait. Elle voyait les Cosaques passant devant notre porte, au lieu de passer devant la porte de M. Ducoudray. Elle voyait le coup de pistolet tiré dans cette porte, et à la suite de ce coup de pistolet, moi, étendu, sanglant, expiré. Nous avions une espèce de femme de ménage qu'on appelait la reine. Ma mère laissa à la reine son 3e haricot de mouton et son vin de Soissonnais, la chargea de veiller sur la maison, me prit par la main et d'une course presque folle m'entraîna vers la carrière. En sortant de la ville, nous nous rencontrâmes et nous aperçûmes notre troupe de Cosaques montant au galop une longue montagne qu'on appelle la montagne de Dampleux. C'était une petite troupe égarée et qui s'égarait de plus en plus. J'ai entendu dire depuis que de ces 12 ou 15 hommes, pas un n'était sorti de la forêt. Nous courions toujours, ma mère et moi, comme courent des gens qui portent l'alarme avec eux. La panique fut grande. Nous annoncions non seulement la présence des Cosaques, mais encore l'assassinat qu'ils avaient commis 10 minutes auparavant. Tout ce qui était hors de la carrière y rentra à l'instant. Derrière le dernier qui descendit, on retira l'échelle, et de 24 heures, nul de la colonie n'eut le courage de se rapprocher de l'ouverture. Peu à peu, cette première terreur se calma, on se hasarda de mettre le nez au jour. Les plus braves gagnèrent la surface de la terre. On s'informa, on apprit que les Cosaques avaient complètement disparu et que, sauf le malheur arrivé 24 heures auparavant, la ville était tranquille. Ma mère se décida alors à accepter l'offre que lui avait faite madame Picot, c'était de venir avec moi passer la journée à la ferme et de ne rentrer à la carrière que le soir pour y coucher. S'il naissait quelque incident nouveau, on était à l'instant même prévenu par quelqu'un des nombreux journaliers que M. Picot occupait sur le territoire et qui, dételant un cheval d'une charrue ou d'une herse, accourait à toute bride à la ferme et donnait l'alarme. 5 ou 6 jours s'écoulèrent ainsi, pendant lesquels on apprit successivement les combats de Lizy, de Saint-Julien, de Bar-sur-Seine. Enfin, un jour, nous entendîmes le canon, comme je l'ai dit, de la cour de la ferme. On se battait à Neuilly-Saint-Front. La nuit qui suivit le combat, je m'endormis, la tête pleine de bruit sans doute, et je rêvais que les Cosaques descendaient dans la carrière.
Le matin venu, je communiquai ce rêve à ma mère, à laquelle il fit une telle peur qu'elle décida que nous partirions le lendemain. Où irions-nous? Elle n'en savait absolument rien. Seulement, il lui semblait qu'en changeant de place, elle conjurerait le danger.